Je m'appelle Philippe Simet, je suis philosophe et je m'intéresse à la façon dont l'architecture raconte nos modes de vie. Je vous emmène explorer les habitats les plus singuliers de la planète afin d'en découvrir le sens et d'en partager les richesses. Je me rends dans le Vorarlberg, en Autriche. Située entre la vallée du Rhin, le lac de Constance et les Alpes, cette petite région de 380 000 habitants se caractérisait jusqu'à récemment encore par un paysage rural composé de fermes et de maisons de bois, rustiques et massives. Mais depuis 3 décennies, le Vorarlberg a réussi un véritable tour de force. Concilier cet habitat traditionnel avec une architecture contemporaine et devenir une référence mondiale en matière d'écologie et de développement durable. Cette réussite tient d'abord à la qualité des bâtiments, restés fidèles à l'utilisation du bois comme matériau de base. Avec leurs lignes épurées et leur bardage en bois, ces nouvelles constructions s'inspirent, en les réinterprétant, des bâtiments agricoles caractéristiques de la région. Mais le succès du Vorarlberg tient surtout à l'implication de tous les habitants qui intègrent au quotidien des préoccupations environnementales. Dans le village de Egg, au milieu des champs, un bâtiment singulier en béton brut retient mon attention, tant il détonne avec l'architecture environnante. Il s'agit des bureaux d'Ingo Metzler, un producteur de fromage qui, de façon pionnière, les a fait construire il y a presque 20 ans. Ingo! Allô, Philippe. Bonjour Philippe, ça va? Ça fait plaisir de te voir dans le Vorarlberg. Merci, merci. Je suis très content d'être là. Il est très étonnant ce bâtiment. Ces cubes de béton là qui s'encastrent comme ça. C'est quoi exactement? Là, ce sont nos bureaux et la production se fait également ici. Ceux qui critiquaient cette architecture l'appelaient le télescope du paysan. Ah mais non, mais c'est vrai que ça, vu d'ici, c'est vrai que ça ressemble à un télescope. Comment vous avez choisi l'architecte? Nous avons organisé un concours d'architectes auquel 4 bureaux d'architectes ont participé. Vous voulez dire que vous avez organisé vous-même un concours d'architecture? Oui, à l'époque, c'était quelque chose de très spécial pour les architectes. Et 4 cabinets de renom ont participé. Et c'est ce projet qui a été retenu. C'est vrai qu'on ne s'attend pas, au milieu de ces fermes en bois, à trouver un bâtiment en béton brut. Au début, il y a eu beaucoup de débats dans les environs. Certains croyaient que c'était une église qu'on construisait ici. D'autres disaient « ce grand malade installe une remontée mécanique ». Il y a eu énormément de discussions autour de ça. Plus tard, quand la vigne sauvage a recouvert les murs de la façade, ça n'a plus trop posé de problème. Dans ce bâtiment là, un peu télescopique, est-ce que une fonction correspond à chaque bloc? Tout à fait. En bas, il y a la cantine, puis la production des cosmétiques, et au-dessus, les bureaux et l'administration. Ces blocs sont adaptés à la pente. Le premier fait 3 étages, le second 2, et ensuite 1 étage. Comme ça, on s'adapte au terrain. Le bâtiment fait 40 mètres de long, et ces blocs sont décalés. Comme ça, on a de la lumière partout, des 2 côtés. Ici, nous fabriquons les produits cosmétiques. Pour produire du fromage, on utilise seulement 10% de la quantité du lait. On appelle les 90% qui restent le petit lait. Le petit lait sert de base pour fabriquer les crèmes cosmétiques. Ah, donc en fait, il y a 0 déchet.
Ça, c'est très écologique. Nous attachons de l'importance non seulement à l'aspect naturel de nos produits, mais aussi à la durabilité. Et nous essayons de transformer toutes les matières brutes contenues dans le lait. L'implication d'Ingo dans la conception de ces équipements de bureaux et de production est représentative de l'attention exceptionnelle que les habitants du Vorarlberg portent aux questions architecturales et paysagères. Ça, c'est le bureau. La vue est sublime. Hein. Oui, il y a bien sûr aussi un effet écologique. Le soleil réchauffe le bureau et c'est pour ça qu'il est orienté sud. Ah oui. Ça permet de faire de grosses économies d'énergie. C'est traversant dans toute la longueur pour venir s'ouvrir sur ce paysage de montagne vraiment spectaculaire. Donc là-bas, il y a les chèvres et les vaches. Ce sont elles qui nous fournissent le lait. Ce qui est intéressant dans ce bâtiment, c'est qu'il reprend la typologie des vieilles fermes de la région, mais avec un traitement de la façade qui est très contemporain. En effet, nous avons utilisé le bois comme matériau en s'inspirant de la tradition. Ce sont là aussi des espaces à vivre pour les animaux. Voilà pourquoi nous avons choisi ce matériau chaleureux, le bois de nos forêts. Curieux de comprendre pourquoi un fermier comme Ingo a un jour décidé de se tourner vers l'architecture contemporaine, j'accepte son invitation à rencontrer sa mère, qui loge encore tout à côté, dans la vieille maison familiale. Voici la maison parentale. Elle est belle, hein? Elle est magnifique. Bonjour. Je te présente Philippe. Bonjour, enchanté. Ma mère, Lydia. Et lui, c'est David, mon petit-fils. Oui. Wow. Ah, alors moi, ce que j'adore, c'est votre façade avec ce revêtement en bois, là, en lamelles de bois. Ce qui est beau, là, c'est que ça a vieilli avec le froid et la pluie. J'imagine que ça prend énormément de temps de poser toutes ces pièces. Oui, il y a très longtemps, on faisait des bardeaux arrondis. Et maintenant, ils sont carrés. C'est fait avec des machines. Les arrondis sont certainement plus chers. Et chaque bardeau est fixé par 2 clous. Ce qui dépasse en bas, ça représente seulement 1/3 du bardeau. 2 tiers sont cachés. Bon, on rentre. Tu passes devant? Je vous en prie. Merci. Je vous en prie. Merci. Ah ouais. Ah, c'est beau. Un vieux poêle en faïence. Ah oui, mais qui servait aussi de chauffe-plat. Et on s'assoit confortablement avec les enfants pour regarder un livre. Ah, on peut se chauffer le dos. Oui, ça soulage les douleurs dorsales. Il est magnifique, hein, ce poêle. C'est vraiment ce type de ferme qu'on trouve dans toute la région. Oui. Cette maison a été construite en 1839. Il y a eu des transformations. Elle a été rénovée un peu. Mais en gros, c'est la maison d'origine. Ici, c'est surtout l'architecture de bois qui prédomine. À l'époque, l'art de la construction en bois était déjà très répandu. Ici, il y avait des techniques très spécifiques pour construire les maisons. Sans clous, par emboîtement. C'était de l'artisanat de grande qualité. Et il perdure encore aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous pensez du développement de l'architecture contemporaine dans la région? Mon fils, c'est déjà un exemple. Pour moi, ça, c'est pas beau. Mais bon, si on y met de la verdure, ça va déjà mieux.
Mais oui, pour moi, le bois, c'est mieux. Et est-ce qu'il y avait chez vous une volonté de rompre avec une architecture régionale qui vous semblait un petit peu figée? Il ne fallait pas que ce soit une architecture qui existe déjà. Il fallait que ce soit innovant et nouveau, aussi bien par le matériau que par la forme. C'est à travers tout ça que nous avons voulu nous montrer innovants. Les discussions entre le fils et la mère sur des questions d'esthétique relèvent peut-être du choc des générations. Mais elles traduisent aussi l'importance décisive qu'a pris l'architecture contemporaine dans le développement économique et culturel du Vorarlberg depuis une trentaine d'années. C'est vrai qu'ici, le bâti ordinaire est de très grande qualité, alors que dans d'autres régions rurales d'Europe, on voit que les bâtiments agricoles ne sont pas du tout mis en valeur. Il faut savoir que le tourisme est une branche d'activité économique très importante ici. C'est pour ça que nous devons mettre en avant des constructions esthétiques et intéressantes. Ce qui est intéressant, c'est que l'architecture suscite des émotions, même chez ceux qui n'y comprennent rien. L'architecture, c'est surtout un ressenti subjectif, ce sont des formes. Et puis l'architecture permet de se différencier des autres. Ah, c'est une voiture électrique, ça. C'est la vôtre? Non, c'est une voiture qui est utilisée en autopartage. Et donc on peut s'abonner, on peut emprunter la voiture. L'idée, c'est de se déplacer de manière écologique et de contribuer à l'écologie. Voici la station de bus. Là? Ah ouais? Oh, elle est belle, hein? Super design. Waouh. Ah ben merci beaucoup, Ingo. Merci. Merci. Danke. Au revoir. Au revoir. En traversant le Vorarlberg, je constate que l'architecture contemporaine est partout, présente dans chaque village. Elle s'intègre parfaitement dans ce paysage de montagne en respectant les formes, les matériaux et les proportions des bâtiments plus anciens. Il ne s'agit pas seulement de fermes ou de maisons, mais aussi d'équipements publics, du commissariat au centre culturel ou au bureau de poste. Tous ces bâtiments en bois sont exemplaires en matière de construction durable, car l'écologie est une préoccupation centrale de la région. Dans le village de Langenegg, je rencontre le maire, Kurt Krottenhammer, pour mieux comprendre l'engagement des élus dans la promotion de ce type d'architecture. Ça, c'est notre supermarché. On dirait plutôt un musée, hein? Oui, pour nous, c'est important que d'une manière ou d'une autre, tout soit écologique. Et ici, c'est une construction écologique. C'est vraiment un très beau bâtiment. Est-ce que la commune a subventionné sa construction? Oui, nous avons subventionné ce bâtiment parce que pour la commune, il est bien sûr très important que les gens puissent faire leurs achats ici. Et puis ça crée du lien social, ce n'est pas seulement un commerce. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a un même traitement de la façade entre le supermarché, ce café et le bâtiment là-bas. Ce qui donne à toutes ces architectures une grande cohérence visuelle. Oui, nous avons fait construire le Café Stop et l'école maternelle par le même architecte. Et 3 ans plus tard, nous avons confié le supermarché à un autre architecte. Mais nous lui avons dit qu'il fallait que visuellement, ça ait le même aspect pour que ces nouveaux bâtiments s'harmonisent avec les anciens.
C'est vraiment bien de penser à cette dimension paysagère. Oui. Donc ça, c'est notre école maternelle. Et là, juste en face, c'est notre école primaire. Et nous avons là pas seulement notre école, mais aussi notre gymnase. Et ce gymnase, c'est aussi une salle polyvalente où nous faisons du théâtre, où nous organisons nos bals. Donc aujourd'hui, il est plus sensé d'utiliser une ressource, donc une seule salle, et d'en faire un bâtiment polyvalent et multifonctionnel. Ça, c'est très intéressant, parce qu'aujourd'hui, on multiplie les constructions, alors que la réponse pertinente, c'est probablement de créer des bâtiments modulables capables de mixer les programmes et les fonctions. Nous avons pris conscience que les terrains ne peuvent pas être multipliés et reproduits à l'envi. Nous devons nous comporter de manière durable avec le sol. La prochaine génération souhaite elle aussi avoir des prairies vertes, des forêts. Si nous faisons des constructions partout, ils feront quoi les jeunes s'ils ne voient que des bâtiments partout? Cette école maternelle, au volume généreux, est un bâtiment dit passif, c'est-à-dire capable de réduire de 80% ses dépenses énergétiques en utilisant les apports solaires ou la chaleur produite par ses usagers. C'est magnifique. Ce qui me frappe, c'est la qualité générale des bâtiments ici. Un supermarché, les fermes, la crèche. Alors pour vous, à l'échelle de votre village, quels sont les grands enjeux d'une architecture écologique et responsable? L'idée de la commune de Langenegg, c'est tout simplement de produire et de créer des choses de manière durable. Et au final, ça correspond aussi à l'état d'esprit de la population. Le bois qui pousse ici est essentiellement du sapin blanc. Il est transformé sur place. On ne mobilise pas des camions qui font des centaines de kilomètres pour acheminer la marchandise. Et ça, c'est primordial. En plus, ça permet de créer des emplois et au final, ça relance l'économie dans la région. Un peu plus bas dans le village, un architecte travaille sur un chantier de logements sociaux à énergie passive. Il s'agit d'Hermann Kaufmann. Comme la plupart des architectes ayant ouvert leur agence dans la vallée de Bregenz, il est né dans la région et se consacre depuis de nombreuses années à la construction en bois qui a fait du Vorarlberg une référence mondiale en matière d'architecture éco-responsable. Hermann, bonjour. Ah, bonjour. Bonjour, C'est en Philippe. plein chantier. Oui, c'est un immeuble collectif dont nous venons de dessiner les plans. Pour 6 familles, ici à Langenegg. Un bâtiment passif en construction mixte. La structure de l'immeuble est en béton, mais l'enveloppe du bâtiment, la façade et le toit sont faits en bois. Mais viens, je vais te montrer à quoi ressemble une vraie maison en bois. C'est par là. Cette attention portée aux grands enjeux du développement durable résulte d'une collaboration étroite entre les pouvoirs publics, les entreprises, les architectes et les habitants. Hermann me convie dans la maison qu'il a récemment construite pour Stéphane et sa famille. L'intégration de capteurs solaires thermiques est très répandue dans le Vorarlberg. Nous avons essayé de les intégrer dans la façade au lieu de les poser sur le toit, parce qu'un toit vierge est l'une des caractéristiques historiques de l'architecture du Vorarlberg. Un toit qui n'est pas pollué par des éléments quelconques. C'est pour ça que nous avons décidé d'intégrer ce capteur dans la façade. Une autre particularité de cette maison, ce sont ses volets coulissants en bois. Hermann s'est inspiré des volets des anciennes maisons de la vallée de Bregenz et les a intégrés ici de façon moderne. Du fait que ces volets coulissants sont à environ 1 mètre des fenêtres, ils jouent autant le rôle de pare-vue que de barrière anti-chaleur. Du coup, en été, il fait agréablement frais dans le salon.
puisque la chaleur se brise ici. Un des autres avantages de cette maison, c'est ce poêle à granulés de bois. Il est alimenté par cette sciure de bois comprimé. C'est le seul chauffage de la maison. 15% de la chaleur va dans les pièces et le reste dans la cave, dans un réservoir, qui ensuite réchauffe l'eau. J'imagine que ça permet vraiment de diminuer les dépenses énergétiques et dans une région montagneuse comme celle-ci, c'est un véritable enjeu. Oui, bien sûr. Dans une telle région, c'est le chauffage qui consomme le plus d'énergie. Il est donc censé produire cette énergie thermique grâce à cette matière première qui provient des chutes de l'industrie. J'ai l'impression que dans le Vorarlberg, il y a une vraie relation de confiance entre l'architecte, les habitants et les collectivités locales. Nous, les architectes, nous n'avons pas voulu être de grands artistes qui construisent des choses complètement folles. Nous avons fait le choix, notamment pour les clients qui disposent d'un budget standard et qui ne peuvent donc pas dépenser d'énormes sommes pour une maison, de proposer des solutions qualitatives. Nous avons réussi à faire des constructions simples, mais qui sont belles néanmoins. C'est ça, je crois, le secret de l'architecture du Vorarlberg. Issu d'une famille de charpentiers, Hermann Kaufmann fait partie de cette génération des Baukünstler, ces artistes du bâtiment, qui ont repensé au début des années 80 la construction en bois afin de valoriser son potentiel écologique et économique. Qu'est-ce qui explique la place si singulière qu'occupe l'architecture contemporaine dans le Vorarlberg ? Le développement de ce mouvement a commencé dans les années 60. Il est dû à quelques jeunes architectes qui avaient terminé leurs études et qui ont commencé à redécouvrir cette région, les racines de cette région, et à réinterpréter cette tradition de la construction. Pour tous ces architectes, il s'agissait en fait de conjuguer une esthétique contemporaine avec un ancrage local. Tout à fait. Ça a été la clé et l'idée de base de ce mouvement. Ils se sont dit, nous devons revenir à une nouvelle simplicité, nous devons revenir aux racines. À l'époque, la société n'a pas accordé beaucoup d'estime à ces architectes, parce qu'effectivement, ils faisaient exactement le contraire de ce que l'on considérait comme étant moderne à ce moment-là. Et puis, il y a aussi le fait que les communes et aussi les administrations ont commencé à découvrir l'intérêt qu'avait cette architecture pour elle-même et à la promouvoir. Quand on regarde les différents bâtiments ici, on comprend que votre démarche d'architecte, elle est aussi passée par la réappropriation de cette ressource locale qu'est le bois. Pour nous, le bois était un pont avec l'architecture du passé. Nous avons toujours dit, nous construisons avec du bois, nous construisons avec ce matériau ancien, mais nous construisons comme le réclament les temps modernes. Dans la scierie familiale, Hermann et son frère ont mis en place un système de préfabrication de maisons éco-durables. L'utilisation d'un matériau naturel, local et renouvelable, transformé et assemblé sur place, leur permet de réduire considérablement les coûts de construction et les dépenses énergétiques. Mais pour parvenir à ce résultat, il est nécessaire de travailler en synergie totale avec tous les métiers du bois. Vous, toute votre vie, vous avez construit des bâtiments en bois. Alors, qu'est-ce que ce matériau représente pour vous? Est-ce que c'est un outil, un compagnon de route, une histoire d'amour? Pour moi, le bois est le matériau de construction le plus complet. Et il est aussi merveilleusement beau. C'est un matériau que nous, les hommes, avons appris à utiliser depuis des générations et que nous aimons depuis des générations. Où allez-vous en vacances? Vous allez dans une cabane quelque part dans les montagnes. Vous vous y installez et vous vous sentez bien dans cet environnement en bois. C'est ça pour moi le bois.
Au terme de mon voyage, le Vorarlberg m'apparaît exemplaire du point de vue de l'architecture écologique et du développement durable. Si chacun peut y trouver une source d'inspiration, on aurait tort de le considérer comme un modèle exportable, clé en main. Le Vorarlberg est avant tout une réponse locale, fruit d'une utilisation raisonnée des ressources naturelles et d'une mobilisation générale de tous les habitants. Un écosystème, donc, où les dimensions naturelles, économiques, politiques et sociales sont indissociables.